Ticketwiz.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Il y a une technique qu'on apprend en finance quantitative, ça s'appelle le calcul de vecteurs propres et de valeurs propres. Bon, je peux rapidement expliquer la technique et pourquoi on utilise ça. Alors, le vecteur propre. Ouais, les eigenvalues. Et ça, eigenvalues, en fait, ce sont des matrices qu'on utilise, des matrices qu'on apprend à l'école d'ingénieur, c'est les mêmes matrices, à l'algèbre linéaire, on appelle ça. Et ce sont des vecteurs propres, valeurs propres qui sont utilisés dans l'analyse des marchés financiers, dans l'étude de gestion de risque pour le portefeuille, gestion de portefeuille. Un exemple pratique qu'on connaît bien, c'est ce qu'on appelle la méthode PCA. PCA, c'est-à-dire Principal Component Analysis. Composante, ouais. Voilà, PCA, qui sert à décomposer ta matrice de variance, ta matrice de covariance. Une fois que tu es composé, tu peux identifier les principaux facteurs qu'on appelle le risque systémique qui peut affecter l'ensemble du marché. Bon, c'est un peu mystère ce que je raconte, mais je vais donner une image assez facile à comprendre. Ce que c'est un risque systémique. C'est ce qu'on apprend beaucoup en école d'ingénieur, en école de commerce aussi. Alors, je vais créer un espace vectoriel. Est-ce que tu vois mon écran là? Tu vois bien? Là, Yes. Là, je prends 3 dimensions, par exemple. C'est facile à représenter 3 dimensions. Donc, 3 dimensions, c'est X, Y, Z. Donc, Z, c'est la profondeur. Hein. Ok. Là, c'est Z, dimension Z, c'est ça. Dimension X, c'est ça. Donc, je vais rapidement expliquer ce que c'est un risque systémique. Donc, alors, ça, c'est X. Ça, c'est Z. Et ce qui est vertical, c'est Y. Donc, on a, par exemple, 3 axes dans cet espace vectoriel. Ces axes-là, imagine qu'on a identifié un vecteur qui est représenté ici en rouge. Okay. Ce vecteur-là, il va subir une rotation de marché. Alors, on prend une matrice M. Matrice M, c'est la matrice de covariance qu'on utilise pour mesurer le rendement de l'actif sur une période donnée, sur 1 mois par exemple. Tu vois, matrice M de matrice de covariance. Alors sur Ticketwiz, c'est facile, hein, tu vas cliquer sur outil d'évaluation. On prend évaluation de variation de performance. Okay. On va faire un exercice de mathématiques ensemble si vous n'êtes pas trop fatigué. Parce que je sais qu'en Australie, là, il est déjà 1h du matin. C'est peut-être un peu dur de faire des maths à 1h du matin. On va prendre 2 titres. Allez, ça va, samedi, c'est samedi, ça va. Samedi, on dort pas, ouais. Alors, on va prendre Apple et Intel, par exemple. Peu importe. Alors, aléatoirement. On va prendre la période, on va dire, 2 mois. Allez, même 3 mois. Même. Alors, sur une période de 3 mois, ok, sur les titres Apple et Intel, on télécharge les performances quotidiennes. Ça, c'est les variations quotidiennes. Donc, de chaque titre, tu vois, chaque jour, ça varie. Hein. Avec ça, on va créer une matrice de covariance qui est représentée ici. On exporte sur Excel. Alors, matrice covariance, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est la covariance entre 2 titres. Si vous voulez savoir ce que c'est une matrice covariance, cherchez sur Google. Il y a beaucoup de sites qui expliquent ça. Alors, donc, au lieu de faire du Markowitz, aujourd'hui, on va faire autre chose que Markowitz. Markowitz, c'est pour faire le réajustement alpha. Hein. Donc là, on va faire autre chose que le réajustement alpha. Ici, alors, on a à partir de cette matrice une performance. Donc, sur la première colonne, c'est Apple. Okay. La première colonne me dit que j'ai une performance de 11,35% sur la période entre le 19 décembre et 22 septembre. Donc pendant 3 mois, je fais 11%. Et sur Intel, tu vois,
on a un 5%. Okay, donc c'est positif. Hein. Donc ça veut dire que le prix du share a augmenté. Et là, on a une covariance donnée. Ok, cette matrice, ça forme une matrice M. Ok, ça c'est la matrice M, M comme matrice. Ok. Alors je vais juste revenir sur mon dessin. Donc M me dit que en fait c'est une transformation. M c'est un transformeur à transformer un vecteur, le rouge, en un autre vecteur, par exemple bleu. Ok, je représente ici. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une rotation et une dilatation en même temps. Donc M, pour les gens qui ont déjà fait de la mécanique, je ne sais pas si vous connaissez, ce qu'on appelle un torseur. M est en fait une opération de torseur. Donc on applique une rotation, ok, et en même temps une dilatation ou réduction sur le vecteur de performance, par exemple. Donc c'est un moyen d'identifier une variation. Donc voilà, on passe du rouge vers le bleu via le transformeur M. M, c'est la matrice de covariance dans lequel on applique une rotation sur un sous-jacent et une dilatation aussi. Et en fait, on a une équation M fois V égale lambda fois V. Alors ça, tout de suite, on remarque que M, c'est notre matrice et V, c'est un vecteur propre et lambda, c'est la valeur propre. Et cette équation nous indique que lorsque la matrice M agit sur un vecteur propre V, le résultat est V lui-même multiplié par une valeur propre lambda. Pourquoi? Parce que V se situe au centre de la rotation. Lorsque un vecteur se situe au centre de rotation, il ne tourne pas. Il ne tourne pas parce qu'il est au centre. Okay, plus on est loin du centre, plus ça tourne. Plus ton vecteur va tourner. Et là, vu que ici, on a V qui est le vecteur propre, et lui, il ne tourne pas parce qu'il est au centre. Et lambda est la valeur propre, et donc ça veut dire c'est une constante qui va définir cette amplitude de dilatation ou de réduction du vecteur. Okay, alors maintenant, on suppose qu'un gérant de portefeuille souhaite réduire la dimensionnalité de l'ensemble des données de rendement d'actifs pour identifier les facteurs sous-jacents qui expliquent la covariance des rendements du portefeuille. Et ce portefeuille contient, par exemple, ici, deux actifs. Donc, actifs A et B. A, c'est, on a dit, c'est Apple. A comme Apple. On va faire ça. Apple. Et B, on a dit, c'était Intel. OK, Intel. Et donc, on imagine qu'on a un portefeuille composé de ces deux actifs, A et B, Apple et Intel, sur lequel on applique une transformation M de transformeur, sur A et B. Okay, donc, on souhaite comprendre la structure de risque de ce portefeuille en effectuant un PCA dessus, sur sa matrice de covariance des rendements. Okay, donc, la première chose à faire, bon, je ne vais pas entrer dans le détail de comment trouver un vecteur propre et la valeur propre. Ce qu'on veut comprendre, c'est qu'il y a un risque du marché qui s'appelle la rotation. La rotation, c'est-à-dire qu'on va éjecter, on va faire tourner le rendement de l'entreprise. Et on souhaite comprendre comment calculer cette rotation sur les sous-jacents. Donc, on revient sur cette matrice. Donc, la première ligne, c'est la variation, donc c'est covariance de Apple par rapport à Apple lui-même. Donc, une covariance de Apple par rapport à lui-même, c'est la variance. Okay. Le deuxième case, c'est la covariance de Apple par rapport à Intel. Donc, Apple par rapport à Intel, qui est en fait, cette matrice, elle est symétrique. Donc, la covariance Apple par rapport à Intel, c'est aussi la covariance de Intel par rapport à Apple. Okay, donc, ça, ces deux valeurs sont identiques. Enfin, la quatrième case, c'est appelle la variance de Intel, parce que c'est covariance de Intel par rapport à lui-même. Et donc, c'est la variance. Okay, la covariance est symétrique et la variance, elle est sur la diagonale. Okay, donc là, on va... Alors, je vais faire rapidement.
enfin, là, je prends ces deux exemples et on va calculer le déterminant. Alors, le déterminant, c'est pour trouver les valeurs propres. Ça vient de l'algèbre linéaire. Hein. Je pense que la matrice n'a pas trop de secret pour nous, pour vous. Donc là, donc la matrice M moins lambda. Donc lambda, c'est, je reviens, c'est ici, c'est ce qu'on appelle la valeur propre. Donc il y a plusieurs valeurs propres. Donc c'est pas une constante, c'est plus une solution. On a plusieurs solutions. Donc moins lambda I c'est la matrice identité. Identité, ça veut dire 1 sur la diagonale et 0 partout, est égal à 0. Donc ici, on a une matrice M de 2, 2 lignes, 2 colonnes. Donc dimension 2, on suppose que les dimensions sont indépendantes. Qu'indépendant, ça veut dire que Apple n'est pas collinéaire à Intel et Intel n'est pas collinéaire à Apple parce que Apple n'est pas une filiale de Intel et Intel n'est pas une filiale de Apple. Et ils n'ont pas le même client et ils n'ont pas le même source de revenus et ils ne vendent pas les mêmes produits. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont des dimensions indépendantes. Et si on a deux dimensions indépendantes, on a deux vecteurs de rotation, donc deux vecteurs propres dans la matrice de transformation M. D'accord? On va essayer de comprendre comment est-ce qu'on va trouver les vecteurs propres qui nous indiqueront les caractéristiques de cette matrice M de notre portefeuille. Donc on résout le problème déterminant de M moins lambda I égale 0. Donc on prend ces matrices. Alors pour ceux qui savent faire des maths, moi je ne sais pas le faire. Hein. Donc, I. Donc on va chercher le déterminant de ce matrice. Donc alors grosso modo, hein, je vais faire très rapide. Donc, vous savez tous comment calculer le déterminant. Donc, matrice de 2, c'est très très facile. Donc, c'est ça fois fois l'autre côté. Donc, celui-là fois ce nombre moins ça, les covariances des produits de deux covariances. Voilà. Alors, je répète, c'est pour résoudre l'équation, on va appeler ça le P de lambda, puisque lambda c'est notre inconnu. P de lambda est égal à la multiplication des variances de chaque titre moins la multiplication des covariances de chaque titre. Ok? Donc, variance fois variance moins covariance fois covariance est égal à 0. Ok? Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle, cette équation s'appelle le déterminant de M moins lambda I est égal à 0. Déterminant M moins lambda I égale 0 est égal à P de lambda égale tout ça. Donc, on développe P de lambda. Alors, pour développer, je vais faire très très simple. Je prends une calculatrice. Voilà. On peut même utiliser Excel. On va essayer de faire par Excel. Donc, fois dans ce nombre. Voilà. Donc, c'est ce nombre. Donc, 2,01. Alors, est-ce que je peux le copier? On va voir si ça marche. Oh, putain, bon. Bon, on va peut-être pas pouvoir résoudre le problème, mais je vais faire un maximum pour aller le plus loin possible pour expliquer le principe. Donc, fois lambda, donc plus, on fait un développement, on va faire un développement dessus. Donc, c'est ça moins lambda moins ça lambda. Donc la constante plus, parce que moins fois moins c'est plus, lambda au carré. Lambda au carré. Ok. Alors là, ça c'est facile, hein, ça c'est facile à faire. Donc c'est 0,13, 0,13, donc au carré. Donc c'est ce truc-là au carré. C'est la même chose. Donc la covariance de Apple par rapport à Intel, c'est la même chose que covariance de Intel par rapport à Apple, parce que c'est symétrique. Donc fois
Donc ça fait 1,719. 1, est-ce qu'on peut copier ce nombre? Attends, on va voir si on peut copier. Alors, c'est compliqué parce que c'est pas... Non, on peut pas copier. Bon, 1,719 de exponentielle moins 8. Moins 8. Voilà, ça c'est la constante. La constante égale à 0. Ok, donc on fait la somme de deux constantes. Donc ce truc-là, donc ça fait 20. Donc 20 moins 1,7, on va arrondir. Ça fait 18. Donc ce truc-là, ça saute. Ça nous fait cette équation suivante. P de lambda. Pour faire bien, on va mettre lambda 2 au début. Lambda 2 au début plus. On va faire le calcul après. Donc ça fait 18,3 puissance 10 fois 10 puissance 7. Moins 10 puissance 7 égale 0. Et ce nombre... alors non, c'est l'autre. Celui-là, moins celui-là. Donc ça fait moins 0,0011. Bon, on va aller le plus lent possible, mais je vais faire la résolution après. Donc ça nous fait moins 0,001149, on va arrondir 9, lambda, ok, plus la constante qui est 18,03, non, E-8, pardon, E-8, parce que là on a arrondi à E-8 est égal à 0. Ok, E-8 est égal à 0. E-8. E-8. Ok. Ok, donc ça, ce nombre est très faible, très très faible par rapport au lambda qui est là. Pour l'instant, on va simplifier l'équation en disant que 18,3 fois 10 puissance moins 8, c'est tellement faible qu'on ne considère pas. Donc ça nous fait ce truc d'égal à 0. Ok, d'accord. Si tu veux faire une équation, enfin tu peux factoriser une équation. Hein. On va factoriser. On peut le factoriser donc alors ça vaut 0 si lambda égale lambda moins ça est égal à 0. Ok, parce qu'encore une fois, si tu veux considérer ce nombre, la constante, c'est possible. Tu fais une factorisation en considérant ce nombre. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'on va simplifier. Voilà, il est 1h du matin en Australie. On n'a pas le temps de factoriser une équation de second degré. Donc on fait ça au plus simple. Donc on ne considère pas 18,3 fois 10 puissance moins 8 parce qu'il est 2h du matin en Australie. Donc là on fait P de lambda égale lambda fois lambda moins 0,01149 égale 0. Donc grosso modo, si tu veux que ton déterminante m moins lambda i égale 0, il faut que tu factorises ton lambda. Et donc lambda prend deux solutions possibles. Okay, parce que justement on disait que c'est deux dimensions indépendantes. Donc il y a deux solutions possibles qui représentent les deux valeurs propres possibles. Donc lambda égale 0 ou lambda est égal à 0,001149. Ok, 0,001149 moins ça est égal à 0. Ok, et ça nous dit quoi? En fait, ça nous dit que la résolution de cette équation nous propose deux valeurs propres. Donc les vecteurs propres peuvent être trouvés par rapport à ces valeurs propres. Je me souviens plus exactement comment on calcule ça, mais je sais que c'est m de... En fait, on part de m de v est égal à lambda fois v. Ok. Si lambda vaut 0, en fait, c'est très simple. Ton vecteur v vaut 0, en fait, quasiment. C'est ça. Hein. Et l'autre solution, c'est ce nombre. Alors, ça, fois un vecteur v, donc fois, on va dire, v est composé de x, y. Donc, alors, on va faire ça. X
et y. Donc, Vo est égal à lambda. Donc, lambda de, donc ça fait 0, attends, oups, 0,15 fois x, ok, donc fois ça, plus ça, fois y est égal à ton lambda, donc lambda c'est 0,0011, ok, lambda fois v, hein, ok, donc v c'est x, hein, donc ça vaut x, ok, donc le premier terme, si on prend le produit matriciel, la première ligne fois la colonne xy, ça nous donne ça, 0,01149 fois x. Et la deuxième ligne, non, la deuxième ligne c'est celle-là, donc ça fois x plus 0,00013 fois y est égal, y est égal à lambda v, donc pareil, c'est le même 0,049 fois y. Voilà. Il faut résoudre cette équation-là qui est pas si compliquée que ça, hein, on est d'accord. Si lambda vaut 0, c'est facile, hein, lambda 0, c'est 0 partout. Et ici, lambda vaut pas 0. Lambda vaut 0,001149. Ok, donc ici, c'est une équation de deuxième, enfin, avec deux inconnus de premier degré. Donc, on va essayer de résoudre ça facilement. Donc, voilà, on remplace y d'abord. Donc, la première ligne nous dit que y, ça vaut quoi? Ça vaut donc 0,49 moins ça, donc moins ça, donc c'est moins 0,1 fois x que divisé par le facteur qui est là. Ok, on va résoudre ce problème assez rapidement. Donc on va injecter ça, la relation, dans la deuxième ligne. Ok, dans la deuxième ligne, on a ça, plus, alors on va recouper les y, hein, pour faire plus simple. Donc si on recoupe y est égal à 0,009 moins 0,001. Donc, on va recouper 10 fois y. Donc, y, on remplace par cette valeur-là. Ok, c'est fois y, fois y. Donc, ici, on a les x. On va recouper. Là, c'est facile. Là, c'est fatalement facile. Donc, on recoupe les x. Alors, donc, on va déjà faire l'évaluation numérique de ces nombres. 0,001149 moins 0,0013 0,3446. Bon, on va arrondir ça. Alors, on va faire. C'est presque simple. C'est juste moins. On copie les nombres. Moins 0,00015 446 que multiplie par le deuxième truc. Ok, celui-là, on va calculer. Ça nous fait. Alors, putain. Oups. Il veut pas. C'est. Putain, c'est où ça? Alors, je vais refaire. T'as un point et une virgule, c'est pour ça qu'il dit soit. Ouais. Dans le premier terme, t'as un point, dans le second, t'as une virgule. Il faut remplacer la virgule. Exact. 0,00015 445. Tu as raison. Donc, ici, c'est un virgule. Oui, parce qu'en France, c'est virgule. Ça, c'est vraiment casse-couille. Exactement, c'est ça. Donc, tu fois 0,00099455 fois. Ah, divisé par 0,0001319 fois x. Tout ça fois x. Ok, donc on va faire le calcul numérique.
encore une fois de plus, on va voir si ça marche comme ça, copier-coller, hop. Ah, voilà, bah, ça marche. Yes. Putain, ça c'est vraiment bien. Alors, donc ça nous fait 0, égal à moins 0,00117148. On arrête plus vers là. Ok. Fois x. Ok, donc là c'est gagné là. Là c'est gagné. On recoupe les x. Donc on divise. Donc x est égal à le rapport. C'est le rapport. Donc x est égal à ça divisé par. Donc ça divisé par ça. Voilà. Donc ça nous fait. Attends, ouais, ça, hop. Voilà. C'est égal à 0, moins 0,1111. Voilà, x est égal à moins 0,12392 Voilà. En arrondissant un petit peu, on a trouvé x est égal à donc ce nombre-là. Donc si on a x, on a très facilement y. Donc on va regarder y combien ça vaut. Alors, donc le deuxième point du vecteur, donc y, ça vaut, alors c'est ça, donc 0,0013 multiplié par moins 0,0011 est égal à... Ah oui, mais là on a y, on reprend l'équation 1. On remplace x par ce nombre évalué numériquement. On va voir si ça marche. Alors, on va faire une évaluation numérique avec la carte. Alors, remplace juste le premier point. Remplace le premier point par une virgule. Ouais, exact. Bien vu. Ouais, ça on est bon. Yes, on est bon. Donc ça nous fait multiplié par ce nombre divisé par ce nombre. Ça nous fait moins 0,84. 895. Allez, on prend les au-dessus. 8, 9, 5, 4. Voilà. Donc, on a x est égal à moins 0,11194 et y est égal à moins 0,8489. Donc, ça nous fait le vecteur xy, le deuxième vecteur propre de l'équation b de lambda est égal à 0. Alors, on peut appliquer ce principe sur une matrice de taille n par n, une matrice carrée. Ça peut être 10 par 10. Alors, pour calculer le déterminant d'une matrice 10 par 10, c'est plus compliqué parce qu'il faut calculer récursivement le déterminant de tous les sous-matrices de dimension inférieure, 9, 2, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, etc. jusqu'à 2, 2, où on a la somme des pivots sous-déterminants de l'ensemble de sous-matrices. Ça nous fait quelques dizaines de milliers d'équations. Je ne vais pas le faire ici parce que c'est trop long. Alors ici, c'est une matrice de 2, donc ça nous fait deux équations en fait. Et là, on a le vecteur propre. Alors, je vais essayer de représenter à quoi ça sert. On va revenir sur le schéma. Donc, vecteur propre est dit que ce qu'on sait, c'est que c'est un axe de rotation. On tourne autour du vecteur propre. C'est la définition de vecteur propre. Hein. Donc là, c'est x égale à moins 0,1111. Donc, on va représenter... Alors, pour zoomer, alors pour prendre la couleur verte, par exemple, x moins 0. Alors, on va prendre comme unité quelconque, hein, peu importe. Donc, moins 11, donc ici, ok, unité quelconque. Donc, moins, c'est côté gauche, et y côté en bas. Et 84 divisé par 11, ça fait 8 fois. Donc, 84 divisé par 11, 7 fois. Donc, voilà, on va compter 7 fois. Donc,
Alors, on prend cette dimension-là, on fait 7 fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Grosso modo, y est là. Donc on trace le vecteur qui est là. Okay, ce vecteur, c'est l'axe de rotation correspondant à la valeur propre qu'on avait trouvée ici. Je recopie valeur propre là. La valeur propre est de 0,001149 et ce vecteur, ça vaut x moins 11, voilà. Ça vaut ce truc. Voilà. Grosso modo, c'est notre axe de rotation, c'est notre vecteur propre de l'équation qu'on a résolue. Et dans notre portefeuille qui a en fait un portefeuille composé de deux sous-jacents, Intel et Apple, ça nous donne ce truc. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Un vecteur propre représente les axes de covariance et ce qu'on observe à travers les données de variation quotidienne. Ces valeurs propres en fait quantifient la volatilité en fait. Cette quantification de volatilité à un certain moment donné, donc sur une période de septembre 2025 jusqu'en décembre 2025, une tendance de rotation du vecteur. Et ce risque est principalement dans une seule dimension. Pourquoi? Parce que lambda donne deux solutions. La première solution, c'est 0. Donc, il n'y a pas de vecteur propre pour lambda égale 0. Et la deuxième solution de lambda est 0,001149, qui est un vecteur propre non nul, qui représente la volatilité de la structure systémique du portefeuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce portefeuille-là, le principal risque se situe dans une seule dimension. Une seule dimension. Okay, puisqu'on a une seule valeur propre non nulle qui est caractérisée par son vecteur propre non nul. Et donc, les deux actifs, les deux, Intel et Apple, tous les deux subissent simultanément la rotation, c'est-à-dire le risque systémique qui contribue à les faire évoluer dans un sens pareil, dans le même sens. C'est-à-dire que Intel et Apple évoluent dans le même sens et ils subissent la même volatilité par rapport à ce vecteur de rotation qu'on appelle vecteur propre. Ce vecteur propre, on va dire, c'est un propeller, c'est un boost. En fait, ça permet de booster les deux actions dans le même sens et contribue à une évolution simultanée dans le même sens. Et donc, notre portefeuille a un seul vecteur. En fait, un vecteur de progression. C'est-à-dire que si on avait acheté Apple et Intel entre septembre 2025 et décembre 2025, ce qu'on sait que si Apple monte, Intel monte. Si Intel monte, Apple monte. Les deux sont propulsés par le même vecteur propre de rotation. Okay, alors, ce n'est pas le cas forcément. Hein. Imaginez que vous avez un portefeuille de 10 sous-jacents. Ce n'est pas possible que les 10 évoluent dans le même sens. Hein. Il y a forcément un ou deux qui évoluent dans le sens contraire. C'est-à-dire que si tu en as 7 qui sont gagnants, tu en as forcément 3 qui sont perdants. Tous les sous-jacents n'évoluent pas forcément dans le même sens parce qu'ils ne se situent pas du même côté du vecteur propre. Et donc, tu peux aussi avoir des sous-jacents différents qui fait que l'ensemble de ton portefeuille n'évolue pas dans le même sens. Alors, aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance. On a choisi par hasard Apple et Intel qui nous donnent deux performances positives sur la période septembre-décembre 2025. Et parce que ce vecteur de rotation, elle est propulsif. C'est-à-dire, grosso modo, alors, c'est un axe de rotation. Alors, on peut imaginer qu'est-ce que c'est un axe de rotation? C'est-à-dire que, imagine que les deux vecteurs, là je reprends bleu, rouge et bleu, par exemple. Ici, imagine que le rouge, ici, c'est en fait, c'est Intel, par exemple. Imagine Intel a bougé, il a fait une rotation.
il a fait une rotation à cause de ce vecteur propre. Alors après, tu peux donner des noms sympas hein, au vecteur propre. Hein. Par exemple, tu peux dire ce vecteur propre, c'est la vague, je sais pas, bull market actuelle sur les semi-conducteurs. Hein. Alors, tu as un nom quelconque. Et alors, ce vecteur propre change tout le temps. Il faut savoir que en fait, tous nos calculs est basé sur la variation quotidienne sur une période donnée. Et donc, ton vecteur propre correspond à cette période donnée. Ok. Donc, de septembre jusqu'en décembre. Et évidemment, si tu changes de période, si tu passes par exemple, de septembre à janvier 2026, à mars 2026, ton vecteur propre va changer de nature. Ton vecteur propre, il va être changé complètement. Et ainsi, ta performance périodique va changer également, parce que la rotation sera différente. Okay. Donc là, ce qu'on sous-entend, c'est que alors, les vecteurs propres correspondants, ce qu'on a ici, c'est que on a autant de vecteurs propres que de dimensions indépendantes. Et donc, on a autant de rotations possibles que les nombres de dimensions indépendantes possibles. Et ici, par chance, on a trouvé que lambda a deux solutions. La première solution, c'est lambda égale 0. La deuxième solution, c'est lambda égale 0,001149. Ce qui fait qu'on n'a qu'un seul vecteur propre dans notre matrice. Okay. C'est toujours sympa de savoir combien y a-t-il de risques systémiques, parce que chaque lambda, chaque vecteur propre reçoit un risque systémique. Ici, on n'a qu'un seul. Voilà, il n'y en a qu'un seul dans notre portefeuille Apple Intel. Et c'est un risque systémique positif. Alors, positif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que derrière le risque, il y a gain ou perte. Le monde est binaire. Le monde est binaire. Derrière la volatilité, il y a soit maximum de gain, soit maximum de perte. Ici, par chance, sur l'exemple concret qu'on a donné ici, Apple Intel, on a derrière le risque systémique un gain parce que on a une performance positive. Okay. Mais attention, un risque systémique peut être négatif, peut aussi donner des performances négatives. Dans ce cas-là, ton risque, ton vecteur propre, en fait, va faire descendre ta performance. Et donc, ça veut dire que plus il y a de volatilité, plus il y a de risques, et plus il y a de risques, plus il y a de gains ou de pertes. Okay. Et c'est comme ça que on connaît le caractéristique d'un portefeuille suivant sa valeur propre et son vecteur propre. Ici, la valeur propre qu'on a donnée ici, c'est 0,001149. Et un vecteur propre, qui est celui-là, 0,1119 et 0,848954. Maintenant, on peut regarder ce que ça représente. Pourquoi est-ce que ça représente le graphique? Alors, on a deux vecteurs, on a deux sous-jacents. Ce qu'on dit, c'est que X correspond à Apple et Y correspond à Intel. Ok. Ce vecteur propre nous indique que en fait, la variation de volatilité de Intel, qui est représentée par la dimension Y, okay, on peut remonter, Y c'est B, hein, Y c'est Intel, okay, X c'est A, c'est Apple. Ce qu'on dit, c'est que 84 divisé par 11, 84 divisé par 11, ça nous fait 7,6, 7,6 fois. Ça veut dire quoi? C'est que Intel subit une volatilité de 7,6 fois supérieure à Apple par rapport au risque systémique. Alors, je vais donner un nom sympa. Je vais dire un nom sympa, ça fait Apple Intel. Ok. En fait, un risque systémique, il ne faut pas comprendre le mot comme danger. Ok. Un risque, c'est pas forcément néfaste. Un risque peut être bénéfique. Et ici, c'est le cas. Ici, le risque est bénéfique. On va dire que le risque n'est pas toujours un danger. Okay. Le risque est bénéfique et Intel surfe sur cette vague 7,6 fois mieux
est plus que Apple. Ok. On a deux surfeurs. Le premier surfeur s'appelle Intel. Le deuxième surfeur s'appelle Apple. Et Intel est en train de surfer sur cette vague de risque systémique 7,6 fois mieux que Apple. Et résultat, c'est 25, alors 25,92 divisé par 11,35. Résultat, c'est Intel surperformance Apple de 2,28 fois mieux. Puisqu'on a 25, puisqu'on a Intel plus 26% et Apple plus 11,35%. Voilà. Ça, si tu veux, Michel, on pourrait le rajouter dans ThinkerWiz sous la forme d'un mini comparateur, deux champs. On fait le calcul derrière des eigenvalues et on rajoute directement, si le vecteur existe et il est interprétable, on peut rapidement mettre le coefficient d'impact ou d'alignement sur ce vecteur entre les deux. Ça peut être sympa pour illustrer ce que tu as fait aujourd'hui. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, Intel est plus collinéaire que Apple. Exactement. C'est exactement ça. En fait, ce qu'on peut comprendre à partir de calcul de vecteurs propres et valeurs propres, c'est que Intel est en train de surperformer parce qu'elle a beaucoup perdu. C'est comme un avion. Un avion, pour gagner la vitesse, il faut piquer. Il faut piquer parce que c'est en piquant que tu vas gagner la vitesse et tu vas gagner l'importance, parce que l'importance dépend de la vitesse du vent. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que Intel, entre septembre et maintenant, et décembre, en fait, comme elle a beaucoup piqué, tu vois, elle a piqué depuis 2021 jusqu'à récemment, jusqu'à juillet 2025, tu vois, cette descente. On a une différence de potentiel qui est maximale. Exactement. Cette puissance de rebond, on le voit à travers la volatilité. Et c'est pour ça que Intel surfe beaucoup plus, beaucoup mieux que Apple. Et que résultat derrière, c'est que tu as 7,6 fois plus de risques profitables pour Intel et 2,28 fois de performance. Donc, on va dire le ratio RR, c'est égal à 7,6 de Intel est égal à 7,6 divisé par 2,28. Le ratio RR est de 7,6 divisé par 2,28. 3,33. Voilà. Conclusion d'aujourd'hui. On va terminer la séance. Le ratio RR d'Intel est de 3,33 parce que la volatilité divisée par le surperformance est de 3,33. Et en fait, ce nombre reflète l'attente du marché et que actuellement, il y a peut-être une possibilité pour Intel de revenir à la course. Alors, c'est une supposition parce que tous les calculs mathématiques sont basés sur les chiffres du passé. Or, Markowitz nous dit que le passé proche ressemble au futur proche. Si le futur proche ne ressemble pas au passé proche, tous ces calculs, c'est poubelle. C'est poubelle parce qu'il y a une disruption technologique, parce qu'il y a l'invasion d'extraterrestres, il y a une guerre nucléaire entre les grandes puissances, donc ça ne marche pas. Mais dans le cas où ça marche, où le futur proche ressemble au passé proche, en fait, ce qu'on attend, c'est que dans le passé proche, d'ici 3-4 mois, on a toujours la même vérité. La vérité, elle est relative. Okay, et si on a cette vérité relative, on aura Intel qui continue à surperformer. Et parce que ici, on voit que le risque systémique est bénéfique pour Intel. Alors, comment nommer un risque? Ça, je ne sais pas le faire. Ça, on n'apprend pas à l'école de commerce. Comment nommer un risque? Alors, il y a des risques qui s'appellent l'intelligence artificielle, le risque systémique IA. Il y a des risques qui s'appellent l'assurance, de subprime, par exemple. Il y a des risques qui s'appellent la matière première, par exemple, tu vois. C'est des noms qu'on donne aux risques systémiques. Et ces risques systémiques
c'est un événement particulier qui entraîne par une réaction en chaîne des effets insoupçonnés, que ce soit positif ou négatif, qui se deviennent considérables sur l'ensemble de marchés boursiers. L'ensemble de marchés boursiers subissent ou bénéficient une crise ou une opportunité sur le risque systémique. Okay, c'est En un mot, l'entropie, quoi. Voilà, c'est une entropie. Alors, c'est pas négligeable parce que un fleuriste, il le subit. Le fleuriste subit l'IA, subit le risque systémique l'IA, ainsi que le comptable, ainsi que le plombier, ainsi que le boulanger, parce que le risque systémique n'a pas de limite. C'est un effet papillon. Alors pourquoi tu dis ça? Imagine un fleuriste. Au lieu de vendre des fleurs, maintenant il passe par une intelligence artificielle qui connaît les événements de son client, qui sait par avance quel événement il aura. Comment? Tu vas dire comment? Ben, c'est simple, à partir de ses critères, à partir de son âge, à partir de son statut social, à partir des événements qui sont liés à sa vie, il peut prédire quelle fleur il va acheter. Et ça va peser sur l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement du fleuriste. Okay, par exemple, si l'IA est capable de prédire que le client du fleuriste va acheter des roses parce qu'il va rencontrer dans exactement 24 heures une femme qui est jolie, enfin c'est joli, peut-être si on sait que dans 24 heures, exactement 24 heures, cet homme va rencontrer une femme assez jolie, peut-être que le fleuriste va changer sa chaîne d'approvisionnement. Peut-être qu'il va acheter plus de roses parce que rose est une fleur qu'on offre à une femme quand on est amoureux, tu vois. Donc ça pèse sur la logistique. Donc l'IA est un risque systémique qui touche tous les secteurs économiques. Okay, c'est une réaction en chaîne. Alors ça peut appliquer sur la théorie de macroéconomie. Hein. Donc à partir de là, on peut avoir une volatilité du marché. Évidemment, tout ne subit pas la même volatilité. Ici, dans l'exemple concret, on a vu que Intel subit 7,6 fois plus que Apple cette volatilité, qui par conséquent a un gain de 2,28 fois, ok, qui surperforme de 2,28 fois. Donc, c'est pas quelque chose de prévisible, ok, c'est pas quelque chose de prévisible, mais il y a certaines entreprises qui est plus collinéaire que d'autres dans le risque systémique. Donc, voilà. Le fleuriste peut être victime de l'IA ou peut bénéficier du progrès de l'IA, mais ne subit pas autant que Intel, okay, ne subit pas autant que Nvidia. Enfin, surtout Nvidia, hein, parce que bon, Nvidia, il mange ce pain-là. Donc, tous les acteurs du marché subissent le même risque systémique, mais tous ne subissent pas un même facteur. Pas un même facteur. Okay, il y a des gens qui subissent beaucoup plus que d'autres. Donc voilà, c'est une perturbation qui est sans limite. Voilà, j'ai clôturé la démonstration d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ça a des questions? En data, c'est ce qu'on appelle aussi la feature importance. Quand tout à l'heure Michel parlait directement d'un événement, soit l'événement acheter cette fleur pour tel client, on va se dire qu'il y aura des composantes, il y aura différentes features qui vont impacter cette décision pour arriver, comme je le dis à chaque fois, le monde est binaire, à acheter ou pas. Donc on a un événement qui se réalise ou qui se réalise pas. Et chaque composante, la température, le message qu'a reçu directement le client, peut-être le simple fait d'avoir senti des parfums de rose, vont impacter positivement ou négativement sa décision. Et effectivement, quand il y a une variation comme ça, elle peut justement impacter à différents niveaux un client par rapport à un autre. Et c'est là qu'on va mesurer, nous, la feature importance de chacune de ces composantes pour se dire, c'est là un gros impact sur la décision finale, l'autre beaucoup moins. Peut-être que si demain, il y a, je sais pas, une nouvelle IA qui sort, ça va impacter plus durement peut-être Nvidia que Apple. Exactement. Say bye. Dozen candles flashing clean, green lines kinda know the dream. Technical moves precisely keen. Watch it glow on that money screen.
Market swings like a wild dance. Ticker whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Ticker whiz with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bonds on the block staying in the sky. Cash flow high.